Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue au Conseil de l'arrondissement de Saint-Hubert pour notre séance du mois d'août. Nous allons débuter par l'adoption de l'ordre du jour. Tous les membres du Conseil ont reçu l'ordre du jour. Il était aussi disponible sur Internet pour les citoyens. Alors, nous allons l'adopter tel que vous l'avez tous reçu, si ça vous va. Au point 1.3, nous arrivons à la période de questions du public. Alors, vous avez été nombreux à nous transmettre des questions. On a reçu une quinzaine de questions aujourd'hui et Madame la greffière va nous lire les questions. En fait, elles ont été regroupées par sujet et les membres du conseil vous répondront après chaque groupe de questions. Alors, Madame Bérubé. Oui, donc les premières questions, si on veut, concernent les feux extérieurs, les feux de foyer. Donc, les questions ont été transmises par Tania, Robert Jarry, José Leclerc, Carole Mainville, Monica et Eda Fidger, Sacha Parizella. Donc, entre autres, on a des questions là, sur la continuité ou l'interdiction des feux extérieurs. On demande également pourquoi que la réglementation n'est pas la même sur l'ensemble du territoire de la ville de Longueuil. On a des questions concernant les effets sur la santé. Et on a aussi un remerciement concernant là, la demande qui sera faite un peu plus tard là, au cours de la séance là, pour une demande de consultation publique sur les feux extérieurs. Donc, ça faisait le tour un peu là, des questions pour les feux extérieurs. Bien, tout d'abord, moi, j'aimerais commencer par peut-être faire un petit peu l'historique de tout ce qu'on reçoit comme question. Là. Il y a des gens qui semblent sous l'impression que Saint-Hubert a entrepris une démarche pour modifier sa réglementation. L'historique, il faut que vous sachiez qu'avant les fusions, chacune des villes, anciennes villes, Saint-Hubert, Greenfield Park et le Vieux-Longueuil maintenant, avaient déjà un règlement en place pour les nuisances. C'était les règlements de chacun de ces arrondissements-là qui s'appliquaient jusqu'à temps qu'ils soient modifiés ou qu'on adopte tous ensemble un règlement ville qui s'appliquerait à l'ensemble des arrondissements, ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant. Le Vieux-Longueuil avait modifié sa réglementation de l'ancienne ville de Longueuil pour interdire les feux extérieurs. Greenfield Park et Saint-Hubert ne l'avaient pas fait, donc c'était toujours la même, c'est toujours encore aujourd'hui la même réglementation qui s'applique. Tout ça a débuté quand M. Miles a déposé au conseil de la ville de Longueuil avant l'été, si je ne m'abuse, en juillet, même en juin, un avis de proposition où il informait les membres du conseil qu'il allait modifier son règlement dans Greenfield Park pour l'interdire. Et il demandait à la ville de Longueuil, au conseil de la ville, de modifier aussi le règlement ville pour venir les interdire dans l'arrondissement de Greenfield Park. Saint-Hubert n'a jamais fait cette démarche-là. On n'a jamais déposé d'avis de proposition où on indiquait une intention de modifier notre règlement sur les foyers extérieurs, notre règlement sur les nuisances pour ce qui concernait les foyers extérieurs. Alors, nous, on avait déjà mentionné, l'ensemble des élus, on s'entendait sur le fait qu'on ne procéderait pas à des modifications de notre réglementation sans avoir d'abord, en premier lieu, consulté les citoyens. Alors, c'est pourquoi, à 8.1, on se retrouve avec une demande parce que comme le règlement qui pourrait l'interdire relève de la ville, alors il faut qu'on passe par le conseil, le comité exécutif pour avoir une autorisation de faire un sondage dans notre arrondissement sur le sujet qui est de compétence ville maintenant. Mais tant qu'il n'y a pas de règlement qui s'applique à la ville, c'est toujours notre règlement d'arrondissement qui continue de s'appliquer. Alors, c'est pour ça que ce soir, à 8.1, on vous demande l'autorisation de faire un sondage, mais honnêtement, l'ensemble des élus, on n'avait pas l'intention de faire cette consultation-là au moment où on se parle, parce que on avait déjà mentionné lors d'un conseil précédent, je pense que c'était en mai, qu'on souhaitait peut-être, dans le cadre de la prochaine élection, poser la question lors du scrutin à l'ensemble des gens qui se présenteraient au bureau de vote. Puis à ce moment-là, la consultation est très vaste. L'ensemble des personnes sont appelées à se prononcer.
Le conseil actuellement est un peu à l'image des interventions et des questions qu'on a reçues ce soir. Il y en a la moitié environ qui sont en faveur de l'interdiction, puis il y en a la moitié qui sont en faveur de continuer à le permettre. C'est un sujet qui est très polarisant et c'est pour cette raison-là que pour l'instant, on n'avait pas d'intention d'intervenir avant la prochaine élection sur ce sujet-là. L'arrivée de la proposition de M. Maise a fait en sorte que là, a fallu qu'on explique qu'on avait, nous, déjà tranché en faveur d'une démarche de consultation. Alors, je vais laisser mes collègues ajouter, s'ils le souhaitent, à cette réponse-là, mais je tiens à rassurer les gens, les élus de Saint-Hubert n'ont jamais donné l'indication qu'à ce moment-ci, ils souhaitaient modifier leur réglementation avant d'avoir consulté la population. Est-ce que, M. Lemire, vous êtes encore, vous n'avez pas enlevé... Et voilà. Vous avez raison, Mme Boisclair, mais j'ai posé une question le mois passé à la AVL Centre concernant justement faire un vote, peut-être pour la prochaine élection, et j'ai compris que c'est pas nous qui décide, c'est le DGE. Alors, il faut faire les revendications au gouvernement si on veut permettre, qu'est-ce que j'ai compris là, si on veut permettre autre qu'un élu ou un maire sur le bulletin de vote, si on veut avoir autre chose, il faut faire la demande au ministère du municipal ou en tout cas le DGEQ pour être capable de le faire. Si jamais la réponse est négative, on va devoir agir autrement. Il va falloir qu'on en fasse une consultation dans notre arrondissement pour vider au moins cette question-là parce qu'elle revient à tous les années. Et là, elle est encore beaucoup plus d'action parce que Griffith Park, ils ont voulu faire de quoi, là. Mais on nous en parle tout le temps, puis il faudrait la vider une fois pour toutes. Puis après ça, ne plus revenir avec ça parce que ça draine de l'énergie pour tout le monde. Ça, là. On a des appels, puis on peut pas leur répondre. Oui, ils n'ont pas le droit, ils ont le droit. Tu sais, là, c'est compliqué, là. Fait que, on espère que le DGEQ va vouloir rajouter autre chose que sur le bulletin de vote, là. Sinon, ce serait impensable à toutes les places que les gens vont aller voter, mettre une table à l'extérieur avec un chapiteau pour dire aux gens, venez à l'extérieur voter. Ce serait impensable, là. Ça va prendre du monde en double, là. En tout cas, c'est une question qu'on se la pose, ça fait longtemps. Mais à un moment donné, il faut arrêter de la poser. Il faut agir, mais il faut agir avec une consultation. Je pense que ça va faire l'ouvrage que ça a besoin. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui souhaitent intervenir sur le sujet? Je pense qu'à vous deux, vous avez tout dit. Excusez. Alors, c'est laisser parler la population. On va pouvoir quand même se brancher de ce que les citoyens veulent. Merci. Alors, on va poursuivre avec les prochaines questions. Madame Bérubé? Oui, la prochaine question nous vient de M. Michel Perron. Le citoyen souhaite, dans le fond, que la circulation de réduire la circulation dans la rue Ovila-Hamel. Monsieur Poitras? Oui, merci, Madame la Présidente. Je comprends le citoyen. Je pense qu'on a beaucoup de circulation qui est maintenant sur la rue Ovila-Hamel. En ce moment, la Ville attend une nouvelle étude des zones humides pour demander à Québec. Nous sommes pour assurer avec le boulevard Moïse-Vincent, mais on doit attendre d'ici la fin 2021 pour savoir là, au niveau des zones humides, qu'est-ce qui va se passer. On s'est assuré au niveau de la Ville, puis au niveau du conseil d'arrondissement puis de Longueuil, que ça demeure sur le PTI. Alors, ça a resté conservé là, pour les citoyens. Fait que, pas d'inquiétude pour le moment. On attend les études qui vont être déposées dans la demande de Québec. Parfait. Bien, puis, si je ne m'abuse, M. Lemire, qui siège à la Commission de la circulation, vous avez eu récemment un dossier sur, il me semble que c'était Ovila-Hamel, pour des mesures d'atténuation de la vitesse. Il me semble que j'ai vu, à moins que je me trompe de rue, là. Vous avez raison, mais une fois passé à la commission, ça doit passer à l'exécutif. Alors, j'imagine que, je pense que c'est 60-90 jours, là, ça devrait venir à l'exécutif et le tout devrait rentrer en action, j'imagine.
Parfait. Donc, il y a quand même des mesures qui s'en viennent. Monsieur Poitras? Oui, tout à fait comme pour prendre la balle au bon avec M. Lemire. Il y a une demande qui a été faite pour il y a des mesures correctives qui soient faites sur un volet Amel par rapport à la circulation. Il va y avoir un trottoir, si on veut, virtuel qui va être fait sur place. Alors, ça s'en vient prochainement, à l'automne. Merci. Madame la greffière? Donc, les prochaines questions nous viennent de Laurie Hawkwood, Samantha Azami et Gandouz Amel. Les questions portent dans le fond sur le secteur Iberville. On demande pourquoi ce secteur n'a pas encore d'école secondaire. On remarque que le secteur est délaissé et on demande s'il serait possible de changer la zone industrielle pour en faire un quartier semblable au quartier 10-30. Écoutez, je vais quand même offrir certains éléments de réponse. En ce qui concerne une école secondaire, il me semble avoir lu quelque part que la commission scolaire Marie-Victorin avait besoin d'un nouvel établissement secondaire sur son territoire. C'est vaste, le territoire, ça couvre aussi la ville de Brossard, la ville de Saint-Lambert. Alors, je ne sais pas exactement où doit être située cette nouvelle école secondaire-là. Il faudra peut-être contacter la commission scolaire Marie-Victorin pour cet élément-là. Ils seront mieux en mesure de vous dire si le besoin est au niveau du secteur Iberville. En ce qui concerne les zones industrielles, vous devez savoir que l'usage, la destination là, de certains espaces est inscrite au schéma d'aménagement. Et nos zones industrielles, c'est inscrit au schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil. C'est un peu ce qui chapeaute l'ensemble de l'occupation du territoire là, dans les 5 villes de l'agglomération. Et ça, c'est déposé à Québec. Pour modifier la destination, la fonction d'une zone, il faut demander une autorisation à Québec. En ce qui concerne les zones industrielles, vous devez savoir qu'on n'en a pas beaucoup. Il reste peu de terrains industriels disponibles. Et Québec n'est pas très chaud à l'idée de dézoner des espaces industriels, particulièrement quand c'est déjà une zone industrielle existante où il y a de nombreuses industries d'installer. Les usages qui pourraient venir s'installer à proximité, bien, il y aurait sûrement des conflits. Vous devez savoir qu'il y a des nuisances qui viennent aussi avec certaines industries à divers niveaux. C'est pour ça que je ne pense pas que ce serait envisageable. En tout cas, en ce qui me concerne comme élu, moi, je ne pense pas que ce serait souhaitable de voir arriver d'autres usages. Il y a des usages complémentaires aux zones industrielles, là, des restaurants, des choses comme ça. Mais l'usage, c'est un certain pourcentage des zones industrielles qui peuvent être utilisées pour des usages complémentaires, mais on souhaite maintenir l'usage principal dans ces zones-là parce qu'on n'en a plus beaucoup. On a de moins en moins de terrains industriels disponibles. Puis, je suis allée voir le plan directeur des parcs et espaces verts en ce qui concerne le commentaire de plusieurs à l'effet qu'il n'y aurait pas suffisamment de parcs dans le secteur Iberville. Et le plan directeur des parcs et espaces verts semble effectivement dire qu'il manque des parcs de voisinage et de quartier dans le secteur. Donc, il faudra voir si à plus long terme, il y a moyen d'en planifier. Il y a déjà une augmentation là, de l'offre depuis qu'on a adopté le plan parce que, par exemple, dans le boisé du terroir, on a aménagé, puis je pense qu'on a finalisé là, les aménagements d'un nouveau parc dans ce secteur-là. Alors, on a quand même plus de 70 parcs au sein de l'arrondissement, mais dans le secteur Iberville, c'est un document qui est public qui est disponible sur Internet. Vous pouvez le consulter aussi. Ce plan directeur-là vise à orienter les interventions futures. Puis, il semble indiquer qu'effectivement, dans le secteur, il manquerait des parcs de voisinage et de quartiers à aménager. Donc, je vous confirme que ce n'est pas juste une impression. Puis, en ce qui concerne les zones commerciales, elles sont concentrées sur Grande Allée et Paillé. Vous savez, les zones commerciales ont tendance à se centraliser dans des pôles. Vous avez vu que le 10-30, à Saint-Hubert, on a l'intersection Gaétan-Boucher, boulevard Cousineau. Il y a l'intersection Grande Allée aussi, Gaétan-Boucher. Et tout le long de Grande Allée, c'est une artère commerciale importante. Alors, c'est principalement là où sont concentrés les commerces.
C'est ce que j'ai à vous offrir comme élément de réponse pour l'instant. Monsieur Boivin. Oui, petit complément d'information. On dit maintenant les centres de services Marie-Victorin. Et puis, je sais que dans le plan directeur des constructions des nouvelles écoles, il y a 14 écoles secondaires qui vont être construites, mais là, ils ne disent pas où, par exemple. Je ne sais pas si dans l'eau, on est capable d'en tirer une dans notre secteur, mais on parle de 14 au Québec. Alors, nous verrons ce que ça va donner. Merci. Monsieur Lemire, votre micro. Merci, madame. Et vous savez que le secteur Iberville, au mois de février, il y a un élu qui a démissionné. Alors, les gens ne sont pas représentés par un élu municipal. Alors, quand ils se disent laissés, mais dans le fond, oui, Longueuil va s'en occuper, mais s'il y aurait un élu qui pourrait s'occuper de eux, alors ça va dépendre des élections, si on a le droit d'en faire au mois de novembre qui s'en vient. Alors, si le gouvernement nous autorise et faire de quoi de facile qu'on puisse faire une élection, on pourrait mettre un élu à cette place-là pour le temps du mandat. Parce que ce que j'ai pu voir aussi dans des lignes, là, que peut-être que l'élection n'aura pas lieu au mois de novembre, peut-être qu'elle pourrait être reportée de 6 mois. Fait que imaginez que là, ça veut dire pendant 18 mois encore, il n'y aura pas d'élus dans ce secteur. Alors, je pense que si les gens veulent être bien représentés, alors je crois que ça prend un élu parce que pour l'instant, c'est M. Boivin et M. Poitras qui reçoivent beaucoup d'appels et je reçois aussi des courriels. Et vous, Mme Boisclair, la même chose. Alors, je pense qu'il manque une personne. Alors, oui, ça va peut-être coûter, je ne sais pas, 100 000, 150 000, aucune idée. Mais peut-être qu'on doit faire une élection pour élire une personne pour s'occuper de ce secteur, pour l'instant, qui n'est pas desservi. Merci, madame. En fait, la ministre doit annoncer effectivement en novembre, parce que là, les élections municipales qui ont été autorisées, c'est seulement pour les villes qui ont un maire à élire et pour les conseils de ville où le quorum est problématique. Alors, ces villes-là vont pouvoir tenir leur élection. En novembre, elle devra se prononcer sur les autres élections partielles qui restaient à tenir. Et si elle autorise les élections, bien, il faudra prendre la décision. Mais les citoyens de ce quartier-là sont quand même pas complètement dépourvus de services. Là. Moi, je reçois énormément de demandes, puis je sais que vous aussi, vous répondez à toutes les demandes que vous recevez. Et moi, j'y réponds également. C'est quand même, il faut que les gens sachent qu'il y a des élus qui sont là, qui prennent le relais aussi. Monsieur Boivin? C'était juste pour dire aux gens du secteur d'Iberville justement, on est là, puis s'ils ont besoin de nous appeler, on est disponible pour eux autres. On ne les laisse pas tomber. C'est des citoyens de Saint-Hubert, des citoyens de Longueuil, alors on est là pour eux autres. Merci. Exact. Alors, Mme la greffière, vous pouvez poursuivre. Oui, donc la prochaine question nous vient de Carole Vanet. La citoyenne demande quand est prévue la réfection de la rue Coder entre le chemin Chambly et la terrasse Masson. Alors, Mme Vanet, c'est une rue qui est dans mon quartier. Je n'ai pas eu le temps de consulter la liste de toutes les rues planifiées. L'ensemble des rues du territoire là, de la grande ville de Longueuil ont fait l'objet d'une évaluation puis sont inscrites pour des interventions à plus ou moins longue échéance. Je vais vérifier si la rue Coder est dans la liste pour une intervention quelconque dans les années à venir. Puis, je vais demander qu'on la réévalue aussi à la lumière de ce que vous rapportez comme état là, de la chaussée. Parfois, on reporte un petit peu, on décale un petit peu les travaux parce qu'on se rend compte qu'il va falloir aussi changer les conduites sous l'asphalte. Parfois, ce qu'il y a sur le dessus, c'est le symptôme d'une détérioration aussi de toutes les conduites d'aqueduc, d'égouts et tout ça. Puis quand les travaux sont plus importants, bien, on les planifie, on les inscrit pour que les investissements se fassent là, à l'intérieur d'un horizon assez rapproché. C'est que je vais vérifier et je vais m'assurer de vous contacter pour vous répondre, de vous donner une réponse à votre question. Alors, on poursuit avec la question suivante. Donc, la question nous vient de M. Gernati. Il est demandé si des projets de nouvelle construction de maisons unifamiliales est prévu dans l'arrondissement de Saint-Hubert. Oui, effectivement, j'ai lu votre question et
vous devez savoir qu'on a de nombreux projets de maisons unifamiliales qui sont reçus au comité consultatif d'urbanisme. Ça, c'est sans compter tous ceux qu'on n'a pas à voir, là. Il y en a d'ailleurs à l'ordre du jour de ce soir, là, plusieurs. Il y a énormément de redéveloppement dans un peu tous nos quartiers à Saint-Hubert. Et la valeur des terrains fait en sorte que souvent, ce sont des maisons de ville, des maisons semi-détachées qui sont construites. On démolit un bungalow qui est sur un grand terrain, on fait subdiviser le terrain, puis on va construire 2 ou 4 maisons jumelées, unifamiliales, mais jumelées. Alors, il y a beaucoup de projets de construction, mais c'est souvent dans le cadre d'un redéveloppement. Et il y en a dans tous nos secteurs. Dans le secteur La Flèche, déjà depuis de nombreuses années. Et là, depuis 2 ans, on en voit aussi dans mon quartier, le Vieux-Saint-Hubert, dans le quartier des Maraîchers, dans le quartier du Parc de la Cité et d'Iberville aussi. Là, ça s'est étendu à un peu tous les quartiers en raison de la valeur des terrains. Alors, et je sais que dans le Faubourg Cousineau, dans la première phase, il y avait sur les rues Arlington et Ovilla, je pense, il y avait c'était des constructions unifamiliales parce que ça s'inscrivait dans la continuité de ce qui existait déjà sur ces rues-là comme construction. Puis les phases subséquentes, bien là, il y a du multi beaucoup, mais il y a certains secteurs où c'est des maisons en rangée, mais unifamiliales jumelées. Alors, j'espère que ça répond à votre question. Nous allons poursuivre, Madame la greffière. Oui, la prochaine question nous vient de Maxime Descoteaux. Le citoyen se questionne par rapport à la demande d'approbation référendaire pour le règlement SH 2020-481 et il demande également s'il est possible que les avis publics soient accessibles plus facilement. Monsieur Lemire. Merci, Madame la Présidente. Un complément d'information pour tous les gens du secteur, là. Oui, on fait une couple de semaines ou de jours qu'on en parle pour les avis publics, mais aujourd'hui, là, on m'a envoyé un lien et je suis arrivé à la bonne place pour avoir soit les procès-verbaux des comités exécutifs ou des conseils de ville ou les ordres du jour, agglomération, ville-centre, et aussi pour les avis publics. Alors, le lien, c'est longueuil.québec. Je ne sais pas si le terme est bon, là, slash, là, la ligne qui va vers la droite en haut, là. Je pense que c'est slash, là. Barre oblique. Excusez, merci. Barre oblique FR, barre oblique abonnement. Et vous devriez arriver à la bonne place. Et là, vous allez pouvoir cocher tous les procès-verbaux ou les documents que vous voulez avoir de la ville. Ils peuvent choisir les documents qu'ils désirent, là. Concernant le règlement, puisque la question, c'est pour le règlement SH 2020-481. Dans le fond, aujourd'hui, là, cette zone-là, oui, si jamais on l'adopte tantôt, alors ça va être une demande d'approbation référendaire. Alors aujourd'hui, s'il est adopté ce soir, une procédure d'enregistrement, qui est un registre ouvert pour les personnes habiles à voter, sera obligatoirement tenue dans les 45 jours pour déterminer si le scrutin référendaire devrait avoir lieu ou non. Si le Conseil décide de retirer ce soir le règlement, ça vient d'arrêter, il n'y a pas de changement de zonage. Mais la Ville de Longueuil, on dit souvent qu'on veut consulter les gens, qu'on veut écouter la population, mais je pense que c'est un bon moyen de consulter la population aujourd'hui. Est-ce qu'ils veulent un changement de zonage pour permettre le triplex ou ils ne veulent pas un changement de zonage? Alors, si jamais on va de l'avant ce soir, l'estimation pour l'instant, ça va prendre 34 signatures que les gens vont devoir. Et vous savez qu'on est encore en confinement, en COVID, il n'y a pas de rassemblement. Alors, les gens vont devoir envoyer un courriel au greffe de la Ville de Longueuil pour confirmer comme quoi qu'ils sont en accord, bien, pas en accord, en désaccord, ça va en prendre 34 pour l'instant. Mais on attend la nouvelle liste électorale et ça pourrait jouer, mais pour l'instant, avec la liste électorale qu'on a, qui n'est pas à jour, là, et ça en prendra 34. Puis on va espérer que si les gens s'abonnent à Longueuil abonnement, ils vont avoir toute l'information. S'il y a de quoi qui m'appellent, parce que j'ai reçu aujourd'hui et hier 5 appels des gens qui ont demandé pourquoi ils ont signé une demande de registre et qu'on l'adoptait ce soir. Mais j'ai expliqué que, puis heureusement que le greffe me l'avait expliqué, là, on doit l'adopter ce soir pour enclencher après ça la demande de registre référendaire.
Alors, ça va prendre plus ou moins 34 personnes qui vont écrire à la Ville pour manifester leur désaccord. Et après ça, on aura le choix de dire, on va-tu en référendum ou non, tout dépendant aussi des prix. Là. Si ça coûte 40-50 000 je ne suis pas certain qu'on va aller là. Mais si ça coûte un prix minimum, un prix quand même bien, pour consulter la population, je pense, pour en avoir le cœur net, parce qu'on entend beaucoup de plaintes que les constructions, ça va trop vite, ça bâtit trop gros, trop proche de chez nous. Bien, dans le fond, il faut laisser le choix à la population, puis je pense qu'on est rendu là. Alors, on va espérer que... J'espère que j'ai été clair, sinon qu'on m'appelle, puis on va les expliquer au téléphone. Merci, madame. Merci, M. Lemire. Et en ce qui concerne les avis publics, on a tous les deux, là, vous avez demandé lors de la plénière concernant la séance du Conseil de demain, on a tous les deux demandé que ce soit plus facilement accessible les abonnements aux avis publics. J'ai aussi demandé que ce soit possible par le portail citoyen. Alors, on va tenter dans les prochaines semaines de rendre ça plus accessible à tous nos citoyens parce qu'effectivement, il y a peut-être des difficultés là, actuellement. Alors, Madame la greffière, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, dans le fond, la dernière question nous vient de Sacha Parcella. La citoyenne demande, dans le fond, des questions concernant le boulevard Édouard, précisément entre Grande Allée et le boulevard Tachereau. Elle demande pourquoi la configuration n'est pas la même qu'entre Grande Allée et la rue Windsor, pourquoi les lumières ne sont pas alignées les unes avec les autres et pourquoi il n'y a aucune indication pour la piste cyclable. Monsieur Lemire, est-ce que vous souhaitez répondre? Activer. Bon, on va l'activer le micro. Dans le fond, je peux répondre à une partie, mais l'autre partie, je ne peux pas répondre, que j'ai posé des questions et je n'ai pas eu de réponse moi-même. Là. Mais je sais que la continuité de la piste cyclable, on veut faire entre Grande Allée et Tachereau la même chose qu'on a fait entre Tachereau et Victoria sur Churchill. On veut faire une piste cyclable marquée sur rue. Les lampadaires dans le trottoir, regardez, c'est... J'ai demandé au citoyen, il m'a appelé, j'ai demandé de reposer la question demain à la grande ville. On va espérer que les questions vont être les réponses vont être plus claires parce que j'ai posé les questions, Madame la Présidente, et je n'ai pas eu de réponse moi non plus. J'aimerais y répondre au monsieur, mais ça va aller à demain, je crois. Parfait, merci. Alors, c'était notre dernière question, si j'ai bien compris. Effectivement, c'est la dernière. Donc, on va poursuivre avec nos points à l'ordre du jour. Au point 1.4, c'est l'approbation d'un procès-verbal. Donc, il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de l'arrondissement de Saint-Hubert tenue le 6 juillet dernier. C'est approuvé. Au point 2.1, remplacement d'une consultation. Oui, donc conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-049, il est proposé de remplacer la consultation des citoyens séance tenante par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public pour la dérogation mineure suivante. Donc, l'octroi d'une dérogation mineure au règlement de zonage pour le bâtiment situé au 4720 rue d'Hommeville. Alors, c'est adopté. Au point 4.1, abrogation d'une résolution. Il est proposé d'abroger la résolution SH 200316-4.3 intitulée « Octroi d'une subvention à l'organisme au second lieu pour l'organisation d'une soirée de reconnaissance des bénévoles et des activités thématiques à cause de l'annulation de ces activités en raison de la pandémie de la COVID-19. » C'est adopté. Au point 4.2, il est proposé d'abroger la résolution SH 200316-4.2 intitulée « Octroi d'une subvention au Centre de la petite enfance Les Joyeux Calinours, organisme fiduciaire pour l'organisation de la fête des familles de Saint-Hubert 2020 à cause de l'annulation de cette activité en raison de la pandémie COVID-19. » C'est adopté. Madame la greffière, je vais juste vous signaler une petite erreur dans le document. Au point 2.1, ce n'est pas le district de Saint-Hubert de la Savane, ça. Ah, OK.
Il faudra le corriger. C'est noté. Sur le bon. Alors, on va poursuivre avec le point 4.3 qui est le dépôt d'un rapport. Il est procédé au dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 24 mai au 20 juin dernier. C'est déposé. Alors, nous n'avons qu'un point au point 5 et 6 qui concernent la ressource humaine. Ah, point 6.1. Madame la Présidente, il manque le point 4.4. Ah, bien oui, vous avez bien raison. C'est le dépôt d'un autre rapport du même type. Donc, il est procédé au dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs de dépenser délégués à certains fonctionnaires pour la période du 21 juin au 8 août dernier. C'est déposé. Au point 8.1, pardon, 6.1 maintenant, adjudication d'une partie de contrat. Donc, il est proposé d'adjuger la partie du contrat DP 20-050 pour la collecte et le transport des matières organiques provenant des sites d'apport volontaire au seul soumissionnaire conforme de Richebourg Canada Environnement Inc. pour une période débutant le 24 août 2020 et se terminant à la date la plus tardive entre le 23 août 2021 et la date à laquelle les quantités prévues au bordereau auront été épuisées pour les prix unitaires soumis et pour un montant estimé à 26 246,79 selon les termes et conditions de sa soumission et du devis, et conditionnement à ce que les dépenses découlant de ce contrat et relevant de d'autres compétences fassent l'objet d'une autorisation par les instances décisionnelles compétentes. C'est adopté. Nous passons au point 8, réglementation et affaires juridiques, au point 8.1. Donc, il est demandé au comité exécutif d'autoriser la tenue d'une consultation concernant l'interdiction des feux extérieurs au bois sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Hubert. C'est adopté. Au point 8.2, approbation d'un addenda. Donc, il est proposé d'approuver l'addenda numéro 1 au protocole d'entente intervenu entre la Maison des jeunes à Porte-Ouverte et la Ville concernant le développement d'une programmation destinée aux adolescents pour les années 2020, 2021 et 2022. C'est adopté. Au point 8.3, approbation d'un addenda. Il est proposé d'approuver l'addenda numéro 1 au protocole d'entente intervenu entre l'organisme Hyperlune et la Ville concernant l'offre de camp de jour spécialisée pour les enfants atteints d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est adopté. Au point 8.4, c'est aussi l'approbation d'un addenda. Il est proposé d'approuver l'addenda numéro 1 modifiant l'entente intervenue entre la Ville et le club de gymnastique Jim Richelieu concernant le service de camp de jour pour les années 2019 à 2021. C'est adopté. Au point 8.5, c'est l'adoption d'un règlement très attendu pour autoriser les poulaillers urbains. Donc, il est proposé d'adopter le règlement SH 2020-479 modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser le poulailler urbain comme construction accessoire au groupe d'usage, habitation et public, ainsi que les normes s'y rattachant. C'est adopté. Au point 8.6, adoption d'un autre règlement. Il est proposé d'adopter le règlement SH 2020-481 modifiant le règlement de zonage afin d'ajouter les usages habitation bifamiliale et habitation trifamiliale aux usages autorisés dans la zone H649. C'est adopté. 8.7, adoption d'un règlement. Il est proposé d'adopter le règlement SH 2020-482 modifiant le règlement de zonage afin d'ajouter la classe d'usage habitation multifamiliale en implantation isolée et un maximum de 3 étages aux usages autorisés dans la zone H891. C'est adopté. 8.8, adoption d'un règlement. Il est proposé d'adopter le règlement SH 2020-483 modifiant le règlement de zonage afin de permettre l'usage de vente au détail d'articles de sport dans la zone C897. C'est adopté. Au point 8.9, adoption d'un règlement. Il est proposé d'adopter le règlement SH 2020-484 modifiant le règlement de zonage afin d'ajouter certains usages complémentaires à la grille des usages, des normes et des dimensions de terrain de la zone I-168. C'est adopté.
Point 9, circulation, nous n'avons pas de point. Point 10, aménagement du territoire et urbanisme. 10.1, approbation d'un PIA pour un abattage d'arbres. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage d'un arbre de plus de 30 cm de diamètre, à la plantation et ou au maintien d'un minimum de 2 arbres à grand déploiement par terrain et à la construction de 2 habitations trifamiliales de structures jumelées situées au 3830, 3832, 3834 et 3840, 3842 et 3844 Grande Allée, selon les rapports et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. Au point 10.2, c'est l'approbation d'un PIA pour un réaménagement de stationnement. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au réaménagement et au resurfaçage de l'aire de stationnement situé au 3993 et 3997 Grande Allée, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme et aux conditions stipulées au sommaire décisionnel. C'est adopté. Au point 10.3, approbation d'un PIA pour un abattage d'arbres et des constructions. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 4 arbres de plus de 30 cm de diamètre, à la plantation de 6 arbres à grand déploiement et à la construction de 2 habitations unifamiliales de structures jumelées avec logements accessoires situés au 2085-2087 et 2091-2093 rue de Kensington, selon les rapports et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. Au point 10.4, approbation d'un PIA pour de l'affichage. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif au remplacement de 3 enseignes au 6125 route de l'aéroport, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. Et la présente résolution modifie la résolution SH 18-10-15-10.19. C'est adopté. 10.5, approbation d'un PIA pour une construction. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la construction d'une habitation trifamiliale de structures isolées situées au 4715, 4717, 4719 Montée-Saint-Hubert, selon le rapport et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. 10.6, approbation d'un PIA pour un agrandissement. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'agrandissement en marge latérale droite du bâtiment industriel situé au 3655 boulevard Loche pour y aménager 2 quais de chargement et de déchargement selon les rapports et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme. C'est adopté. Au point 10.7, approbation d'un PIA relatif à de l'abattage et à un réaménagement de stationnement. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 6 arbres de plus de 30 cm de diamètre et au réaménagement du stationnement situé au 5300 chemin de Chambly, selon les rapports et les plans présentés au comité consultatif d'urbanisme et aux conditions stipulées au sommaire décisionnel. C'est adopté. Alors, nous en sommes à la seconde période de questions du public, mais Mme Bérubé nous a lu toutes les questions des citoyens à la période de questions au début de séance. Alors, nous arrivons maintenant à la période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur Lemire. Merci, Mme la Présidente. Au 8.1, on fait une demande au comité exécutif d'autoriser la tenue d'une consultation concernant l'interdiction des feux extérieurs au bois. Je sais que vous êtes sur l'exécutif, alors on va espérer que... Je sais que vous allez l'amener le dossier, je ne suis même pas inquiet. Puis il a déjà été emmené. Il faut l'emmener à l'arrondissement, mais on va espérer que ça va être entendu et qu'on puisse aller de l'avant. Parce que si ça ne peut pas marcher pour l'élection, mais peut-on le faire avant ou après? Mais en tout cas, il faut avoir une réponse à un moment donné, parce que les citoyens, il y en a que ça les hérite. D'autres qui veulent conserver. C'est-tu un entre-deux, comme d'autres villes, entre telle heure et telle journée, pas de vent, pas de chaleur, je ne sais pas, là. Trouver la bonne solution, mais il faut faire de quoi? Parce que ça fait des années. Je me souviens, il y a peut-être 8 ans, mais sans 6, 7, 8 ans, on avait commencé et il y avait eu pas une manifestation, mais il y avait eu des gens qui étaient venus. Il y avait une pétition de 300-400 noms
comme quoi qu'ils voulaient conserver, puis on avait arrêté. On n'est jamais revenu, puis là, on revient encore aujourd'hui. À un moment donné, il faut vider la question, puis après ça, on n'en parlera plus. Ça va être tout, Mme la Présidente. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Monsieur Poitras. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, on approche septembre bientôt. On sait que c'est la rentrée scolaire, alors souhaite une bonne rentrée à tous les étudiants, puis c'est tout. Merci. Merci. Monsieur Boivin. Oui, bonjour Madame la Présidente, bonsoir tout le monde. Alors, moi aussi, je veux souhaiter bonne rentrée à tous les étudiants qui rentrent, mais aussi au corps enseignants qui vont faire face à des défis énormes avec une clientèle qui ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas été sur les bancs d'école. Alors, je lève mon chapeau. Ils ont des grands défis à joindre qui s'en viennent pour eux autres. Les pôles urbaines, bonne nouvelle pour tous ceux qui étaient intéressés à en avoir. Ça fait longtemps qu'on entend parler, avec les pandémies aussi, d'avoir peut-être des œufs frais dans la cour à proximité. Ça peut aider. Autre point, j'aimerais venir vendredi le 28 août à 15h, il y aura l'inauguration du frigidaire communautaire sous le nom de Le Castor qui donne. Le Castor qui donne a pour mission de venir en aide aux personnes les plus vulnérables en les aidant au niveau alimentaire et vestimentaire pour répondre à leurs besoins. Cet organisme à but non lucratif est complémentaire aux banques alimentaires de la région qui distribuent des denrées une fois par semaine alors que nous mangeons 7 jours par semaine. Les revenus seront redistribués sous forme de sacs d'école, dépouillement d'arbres de Noël pour les enfants à situation précaire, de soutien aux activités parascolaires dans les écoles primaires de Saint-Hubert. Le frigidaire communautaire est ouvert 5 jours par semaine et permet aux membres de se procurer de la viande, des fruits et légumes congelés ainsi que d'autres denrées à prix dérisoire. L'organisme sera situé au 5430 boulevard Cousineau, local 102 à Saint-Hubert. Je tiens à remercier Yvonne Orneau, qui est la fondatrice de Castor qui donne, une femme au grand cœur qui donne énormément et pour l'avoir fréquentée tous les semaines depuis le début de la COVID avec l'aide alimentaire. Je peux dire qu'elle et ses bénévoles font du bon travail. Alors, allez l'encourager. Merci et bonne fin de journée à tous. Merci. J'en rajouterai un petit peu sur le Castor qui donne, M. Boivin. Je suis marraine de l'organisme et j'y serai aussi pour l'inauguration, pour l'ouverture officielle. Ils sont déjà en opération là, depuis quelques semaines d'ailleurs. Et c'est aussi une friperie, c'est pas juste un frigidaire. Puis ça répond à un besoin qui est devenu de plus en plus criant avec la pandémie. Effectivement, les distributions d'aide alimentaire se font souvent une fois par semaine, mais les gens mangent à tous les jours. Alors, pour les gens qui ont des moyens modestes, bien, il y a moyen de s'acheter, de faire une petite épicerie puis de trouver à se nourrir à bon prix au sein du Castor qui donne. Yvonne a toujours eu à cœur de s'impliquer puis de donner. Elle le fait pour les gens. Elle connaît bien les gens de tout. Ben, c'est principalement mon quartier où est situé depuis de nombreuses années l'aide alimentaire de la paroisse de Saint-Hubert. Et il y avait la friperie depuis quelques années, mais là, on va regrouper tout ça dans un seul endroit qui est facilement accessible sur le boulevard Cousineau, dans un des locaux qui était l'ancien Vélo 2000. Alors, l'autobus passe juste devant. Ça va être facile de s'y rendre et d'y accéder. Et j'en profite aussi pour mentionner aux gens, on a adopté ce soir une résolution pour octroyer le contrat pour la collecte des matières organiques pour les sites d'apport volontaire. Ces sites-là continuent d'être en opération. Puis malgré la pandémie, on a déployé la collecte. On augmente le nombre de portes qui sont équipées du bac brun pour les matières organiques. On garde l'échéancier qu'on avait publié l'an dernier lors de l'adoption du budget. Et à Saint-Hubert, nous, on sera parmi les derniers, en tout cas dans notre arrondissement, à avoir tous nos bacs bruns. Mais il y a une raison pour laquelle on déploie de cette façon-là. Là, c'est en raison des coûts associés à la collecte. C'est plus facile d'agrandir graduellement les secteurs qui font l'objet d'une collecte. Mais soyez rassurés, d'ici 2021, le printemps 2021, l'ensemble des secteurs sera équipé de son bac brun pour pouvoir faire la récupération des matières organiques.
Alors, sur ce, bien, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis je vous convie à notre prochaine séance du Conseil de l'arrondissement en octobre prochain, en septembre prochain. Je souhaite une excellente rentrée à tous les enfants. Soyez prudents. Notre service de police est toujours présent lors de la rentrée à proximité des nombreuses écoles pour s'assurer que les parents respectent la signalisation puis que tout ça se fait de façon sécuritaire pour les enfants. Et moi aussi, j'ai une bonne pensée pour tout le personnel des services de garde, le personnel enseignant, le personnel de soutien des écoles qui doivent maintenant composer avec les mesures sanitaires et les mesures de distanciation. Alors, je leur lève mon chapeau, ça va être tout un défi. Alors, merci. Bonne fin de soirée.